Bonjour Monsieur Yassarevitch, je m'appelle Susana Pereira, Samantha Jacquet et Diana Carvajal. Nous sommes en 3e année du collège à Émile-Igour et nous vous remercions d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous avons vu que vous aviez coordonné des projets au Soudan et au Congo. Pouvez-vous nous en citer un, nous expliquer en quoi il consiste et nous dire éventuellement si vous avez rencontré des problèmes durant l'établissement de ce projet et comment se déroule-t-il au jour d'aujourd'hui? Oui, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir de vous parler aujourd'hui. Effectivement, dans ma carrière, il y avait plusieurs endroits et projets où j'étais amené à travailler. Si je dois vraiment parler de ces deux projets, je vais commencer par Soudan. Donc, c'était une crise au Darfour qui a commencé en 2003. Moi, je suis arrivé en 2005. Et la mission de MSF, de Médecins sans frontières, c'était donc d'assurer un accès à des services de santé de base pour la population qui était prise dans le conflit. Et donc à l'époque, moi j'étais le chef de projet pour MSF au Darfour, où on a essayé effectivement de soutenir et d'appuyer les hôpitaux et les centres de santé avec les médicaments, avec le personnel, pour assurer à ce que la population ait un accès aux services vraiment de base, que les femmes qui étaient enceintes pouvaient donc accoucher dans des conditions plus ou moins normales. Merci. Lorsqu'une nouvelle épidémie fait surface, comment l'OMS s'organise afin de promouvoir les actions pour protéger la population touchée par celle-ci? Voilà, ça tombe vraiment parfaitement à cette question. Hier, le gouvernement de la République démocratique du Congo a déclaré une nouvelle épidémie d'Ebola. Donc ce qu'on essaie de faire depuis hier, c'est mettre en place un appui au gouvernement de la République démocratique du Congo. Eux, ils savent ce que c'est Ebola, c'est leur 9e épidémie d'Ebola. Déjà, il y en avait une l'année dernière. Mais l'OMS est là, avec d'autres partenaires comme Médecins sans frontières et d'autres, pour donc les appuyer dans le sens où on a des experts qu'on va envoyer. Aujourd'hui, on a une équipe déjà qui est partie dans cette partie reculée du pays. On a des laboratoires mobiles que nous, on mobilise, qui peuvent être donc déployés dans les zones reculées pour qu'on puisse très vite faire le diagnostic. On a aussi donc, des logisticiens qui vont s'assurer à ce qu'il y ait des unités d'isolement qui sont construits pour une prise en charge des patients. Il y a aussi des experts qui travaillent avec la population pour qu'il y ait un engagement de la population. Et donc voilà, notre but, c'est un peu d'observer les tendances, d'annoncer les risques et donc d'apporter une assistance là où l'assistance est vraiment demandée par les pays. Merci. Alors ensuite, en ce qui concerne la sécurité sanitaire, comment mettez-vous en place les éléments conçus pour prévenir la population vis-à-vis des dangers que l'on peut trouver dans les aliments tels que les bactéries, des virus, des parasites ou même des substances chimiques? Voilà, donc il faut donc toujours se rappeler que l'Organisation mondiale de la santé, on fait partie du système des Nations Unies. Donc nous, on est là pour servir les États membres, donc les pays souverains. Et ce sont les pays souverains qui ont pour l'obligation de protéger leur population. Nous, on est appelés uniquement donc, quand les pays souverains estiment qu'ils ont besoin des services de l'OMS. Donc du coup, il existe quelque chose qui s'appelle le règlement international sanitaire. Donc le règlement sanitaire international, c'est un document qui est un document légal. Donc tous les pays membres sont mis d'accord à respecter et à honorer ce règlement. Et ce règlement dit que les pays doivent signaler à l'OMS un certain nombre de maladies s'il existe vraiment un risque de propagation internationale. Et donc dans chaque pays, il y a une personne, c'est souvent au ministère de la Santé,
qui est notre point de contact du règlement sanitaire international. Donc, s'il y a une maladie qui apparaît dans un pays sur la planète, cette personne va nous communiquer ça et nous, on va communiquer en temps réel à tous les autres pays. Donc, un pays va savoir tout de suite s'il y a une épidémie qui a été déclarée dans un autre pays, même si c'est à l'autre bout du monde. L'OMS peut, quand on voit qu'il y a des épidémies qui sont très graves, on peut déclarer une urgence globale. Donc, c'est dans notre mandat de déclarer une urgence sanitaire au niveau mondial. Donc voilà, il y a un système qui est mis en place au niveau international et où l'Organisation mondiale de santé joue un rôle principal, un rôle de pôle central où l'information va arriver et d'où l'information va partir. Et nous, on a l'obligation, par rapport au règlement sanitaire international, de donner des recommandations à pays qui sont touchés par les épidémies. Quels problèmes pouvez-vous rencontrer face à une situation d'urgence? L'épidémie en question est-elle gérée rapidement? Y a-t-il déjà des médecins sur place, même qu'ils soient peu nombreux, pour agir au plus vite? De plus, quels éléments avez-vous besoin pour intervenir de manière efficace? Déjà, il faut agir vite. Il faut déjà savoir. Il faut savoir quels sont les éléments de réponse pour une maladie. Et effectivement, si un pays a déjà l'expérience, évidemment, il va agir beaucoup plus vite. Si plus un système de santé est fort, plus il est solide, mieux il va faire. Donc les travailleurs de santé qui sont formés, ils vont évidemment faire beaucoup mieux que ceux qui ne sont pas formés ou dans les endroits où il n'existe pas des établissements sanitaires. Donc vraiment, ça dépend déjà des maladies, ça dépend aussi des systèmes de santé. Certains des systèmes de santé sont forts et ils peuvent répondre vite fait, et d'autres, il y a des endroits toujours malheureusement dans le monde où il faut marcher à des jours pour arriver à un centre de santé ou avoir à quelqu'un parler qui a une formation médicale. Ce qu'on s'est toujours rendu compte, c'est le travail avec la population. Donc, ce n'est pas uniquement avec les travailleurs de santé, le matériel et la recherche des vaccins et des traitements, mais aussi vraiment, il est essentiel à ce que la population comprenne la situation et comment on peut, qu'est-ce qu'un individu doit faire pour minimiser le risque de propagation. Et on a vu que la tendance dans la grande épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, la tendance s'est renversée une fois la population a vraiment commencé à suivre les recommandations qui sont données par les autorités sanitaires. Donc, la réponse n'est pas simple, il y a plein d'éléments qui vont dépendre de beaucoup de choses, mais il faut que l'OMS soit en mesure d'apporter vite tous les éléments qui manquent dans un mosaïque d'une réponse à une épidémie. D'accord, merci. Dernière question. Certains pays du monde sont plus propices à être touchés par des épidémies, quelles qu'elles soient. Une citation dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Est-ce le cas pour les pays touchés ou propices à être touchés? Ces populations sont-elles au courant des risques et comment il faut agir face à ceux-ci en cas d'urgence? Ne faudrait-il pas implanter un cours de premier secours aux personnes les plus concernées? Déjà, il y a plusieurs aspects à cette question. Donc, évidemment, certaines maladies, déjà les maladies sont transmises par des voies différentes. Donc, certaines maladies dont on parle beaucoup sont transmises par les vecteurs, donc par les moustiques. Donc, évidemment, dans les pays où on trouve un certain type de moustiques, on va trouver des maladies comme chikungunya, comme Zika, comme la fièvre jaune, comme le paludisme. Donc, il y a ces éléments-là, et il y a évidemment donc, le niveau de développement des structures sanitaires, de gestion des déchets, de l'accès à l'eau potable, de l'accès à services de santé, qui fait que malheureusement, donc, dans certains pays, si on vit dans un pays A, on en est beaucoup plus à risque d'être infecté par certaines maladies que si on vit dans
dans un PIB. Malheureusement, c'est le cas. Donc, et on revient toujours à cette question du règlement sanitaire international qui donc dit que chaque pays, même ceux qui sont peut-être pas les plus riches, mais ils devraient investir dans la santé. Donc, ces investissements, ils sont pas énormes. Et donc, les pays, même par un financement domestique, national, peuvent arriver à augmenter le niveau de préparation des systèmes de santé à des épidémies. Et donc, nous, on dit à l'OMS, donc la santé, ça fait partie des droits de l'homme, le droit à la santé, qu'on ne peut pas accéder à un développement durable sans avoir une population qui a un bon niveau de santé. Et pour avoir un bon niveau de santé, il faut que chacun dans une société puisse accéder à des services de base à un coût qui est abordable. Et c'est pour cela que nous, on lutte pour ce qu'on appelle la couverture universelle. Donc, on veut que chaque personne dans le monde, quel que soit le niveau économique de cette personne, ait l'accès à des services de base, l'immunisation, les services d'urgence, les soins pré- et post-natal. Donc, évidemment, donc, c'est dans l'intérêt de chaque gouvernement de le faire. Maintenant, combien on va investir dans la santé, ça dépend aussi des priorités que chaque pays se fixe. On est, je crois, quelque part sur la bonne voie. Donc, on voit que l'espérance de vie monte de manière très, très, très impressionnante dans beaucoup de parties du monde. On a fait beaucoup de progrès, donc il ne faut pas voir les choses de manière négative. On a fait beaucoup de progrès ces dernières 20 années. La mortalité des nouveau-nés a chuté fortement partout dans le monde. La mortalité due à certaines maladies. Beaucoup plus de gens ont maintenant l'accès à des médicaments contre VIH-Sida, par exemple. Donc on voit que l'espérance de vie au niveau global a augmenté. Maintenant, il faut s'assurer que ça continue et que les gens, et nous tous qui vont vivre beaucoup plus longtemps que les gens il y a 100, 200 ans, qu'on va vivre de manière beaucoup plus saine. Et que ces années ajoutées seront des années d'une vie saine et pas d'une vie avec des maladies chroniques. Merci, nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.